Et alors le dernier, voilà, qui a la place qu'occupait Damien Rieu, donc je ne sais pas si ça va lui porter bonheur, c'est Éric Richard-Mose, on peut t'applaudir. Alors, ils sont jeunes, on les a mis un petit peu aux extrémités chacun du plateau, puisque Éric Richard-Mose, lui, c'est pas vraiment la France insoumise, il est membre du comité exécutif des Patriotes de Florian Philippot, donc a priori, pas forcément grand-chose à voir avec Yanis Dalouche, mais... On verra bien. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui. Dans 10 ou dans 20 ans, on ne sait pas. Alors, La revendication première du Hamas, c'est un État palestinien, c'est pas l'instauration d'un califat. Hein. C'est la lutte. Partie de la droite israélienne contre l'OLP, justement, en jouant à court terme les islamistes contre une forme de nationalisme palestinien, et c'est terrible aujourd'hui pour la situation. Alors, bon, Éric Richard-Mose, alors qui est à la place qu'occupait, je disais, Damien Rieu de Reconquête. Alors toi, tu es membre du bureau exécutif de Les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot. C'est vrai que là-dessus, Florian Philippot, tu peux nous donner sa position? On l'a un peu moins entendu la position dans les des médias. Patriotes, elle est très claire. C'est la position gaulliste ou gaullienne que la Celle de France Villepin, quoi. Ce qu'on est absolument d'accord, et je pense qu'une majorité de Français est d'accord avec l'intervention de Dominique de Villepin, qui a été très bonne, qui était de dire... Ah non, pas tout le monde. Non, pas tout Je le pense monde. qu'une majorité de Français, en tout cas, il faut être capable de parler avec tout le monde, il faut être capable de nommer les choses. C'est vrai que du côté de la LFI, il y a eu des tergiversations sur le fait de qualifier le Hamas de terroriste ou pas, mais on peut le dire très clairement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes emmêlés dans ça, mais le Hamas doit être absolument condamné, c'est absolument abject, ce sont des actes terroristes. On peut évidemment reconnaître la légitimité de l'État d'Israël. Pour autant, il ne faut pas les encourager et ne rien dire pour toutes les colonisations en Cisjordanie et pour toutes les violations du droit international qu'ils ont fait depuis toujours. Parce que Dominique de Villepin l'a dit, si Israël se contente de taper sans apporter de solution politique, notamment avec des régimes ou avec des organisations plus nationalistes qu'islamistes, on ne trouvera pas de solution et il y aura des attaques comme ça tous les 2 ans, tous les 5 ans, et on ne résoudra rien, et nos petits-enfants et arrière-petits-enfants auront encore ces mêmes discussions, puisqu'on n'aura pas trouvé de solution. Il faut discuter avec tout le monde, y compris avec les États émergents dans ce monde multipolaire. Alors, il y a quand même un choc des civilisations ou pas pour toi? Ça dépend de quoi on parle. Choc des civilisations, on peut parler de civilisation quand il y a une forme de solidarité de tout le monde musulman vis-à-vis de la Palestine, ou d'une grande partie du monde musulman vis-à-vis de la Palestine. Maintenant, je crois aux États. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Et quand on voit Israël qui soutient militairement l'Azerbaïdjan, qui est contre l'Arménie chrétienne, ou quand on voit les rivalités entre l'Iran et l'Arabie saoudite, les chiites, les sunnites, le monde est extrêmement complexe, le Moyen-Orient encore plus. Et donc il ne faut pas voir les choses de manière trop simpliste, parce que sinon ça devient du George Bush, ça bombarde et ça résout absolument rien. La France, elle est... enfin, là, on va regretter l'hégémonie américaine, à mon avis. 2 choses à propos d'Israël. Il y a pas mal de gens qui laissent entendre qu'un ancien Premier ministre israélien, on en a parlé tout à l'heure, a confirmé que Netanyahou aurait peut-être su pour l'attaque. D'abord, est-ce que vous y croyez? Est-ce que si c'est le cas, il pourrait être jugé pour cela? Et deuxième question que je vous pose, quand il y a un ministre de la Défense israélien qui qualifie le Hamas d'animaux humains, ça vous inspire quoi? Donc d'abord sur Netanyahou, vous disiez que vous avez peut-être des informations. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, cette petite musique selon laquelle il savait. Bah, écoutez, Netanyahou, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est poursuivi en Israël, et c'est pour ça qu'il avait lancé cette réforme judiciaire en Israël. Et c'est quelqu'un de notoriété publique qui, effectivement, a vu plutôt d'un bon œil le fait de confier... c'est pas lui qui a confié au Hamas, quand même, il ne faut pas dire n'importe quoi, la bande de Gaza, c'est des élections qui ont donné le pouvoir au Hamas, mais ensuite le Hamas est maintenu par la force, et le gouvernement israélien non seulement n'a rien dit, mais surtout, il était... enfin voilà, ils ont acheminé de l'argent qui venait du Qatar, et ça s'est fait pour alimenter le Hamas, et ça s'est fait... pendant le cabinet de Netanyahou. Donc oui, pour eux, c'est une évidence que non seulement ça divisait le camp palestinien, mais surtout ça permettait de donner un argument qui était de dire, attendez, les Palestiniens, il faut négocier avec eux, les islamistes, il n'y a rien à négocier. Voilà, donc ça, c'est tout à fait vrai. Et c'était assumé de leur part en plus, puisque Oui, le fait d'avoir des islamistes fait en sorte qu'on n'a pas d'interlocuteur fiable, et par conséquent, ça met sous le tapis la question des deux les Israéliens États. le savent. Allez les amis, on va... 5e guerre. Les Américains sont très contents d'avoir plein de peuples vassaux avec eux. On n'a pas à attendre de dissoudre l'OTAN. Il faut nous en sortir pour pouvoir reprendre notre liberté, pour avoir une voix de la France et pas attendre que ça se dise. Sinon, on peut... Mais il faut en sortir. L'extrême-orient a beaucoup plus d'influence culturelle aujourd'hui qu'il y a 30 ans, avec la Corée, le Japon. Si on voit la Turquie, les séries turques qui ont un succès fou dans tout le monde musulman et dans toute une partie de l'Afrique,
Bollywood également, alors que dans les années K-pop. 90, les Américains contrôlaient quasiment tous les militaires, toute la puissance militaire du monde, toute la puissance culturelle du monde, mais cette parenthèse est terminée. Les Américains ont eu un moment de 25 ans. C'est une exception culturelle pour le Japon. Il s'est quand même toujours positionné culturellement avec une certaine influence en Mais Europe particulièrement. les Américains ne sont plus omnipotents comme dans les années 90. Ils ont vu guerre après guerre. Aujourd'hui, ils ne pourraient plus faire ce qu'ils ont fait en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, parce qu'ils n'ont plus cet impérium aussi fort qu'à l'époque. Et ils ne peuvent plus décider de tout. Je crois que beaucoup de néoconservateurs n'ont toujours pas compris qu'ils se prenaient branlée après branlée et qu'ils pensent qu'on peut toujours le faire. En tout cas, ils ont essayé en Syrie de mettre fin au régime de Bachar al-Assad. Et l'une des fins de cet hégémon américain a été la guerre de Syrie, où les Américains n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient. S'incarner autour d'une monnaie compétitive, ce serait pour le moins intéressant. Plus de distorsion qu'autre chose. Les Européens ne se sont jamais autant détestés les uns les autres au sein de la zone euro que depuis justement qu'ils partagent cette monnaie. Tant qu'on restera dans l'Union européenne, c'est-à-dire à la traîne des Allemands, et tant qu'on restera dans l'OTAN, c'est-à-dire à la traîne des Américains, on ne pourra pas défendre nos intérêts. Et en plus, on aura tous les problèmes de détestation vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis des Américains, alors que nous, on ne défend pas nos propres intérêts. Il faut en sortir, il faut reprendre la voie de la France libre et arrêter d'hériter des problèmes des Américains qui se sont créés en 30 ans en allant faire la guerre à tout le monde, en balançant des guerres à tout le monde, des bombes à Vous tout êtes le pour monde. un Frexit, Guillaume Bigot, comme Florian Philippot? Je pense qu'il faut effectivement quitter l'Union européenne, qui n'a absolument aucun sens si on arrête de se prêter à ce jeu, mais il faut le faire, il ne faut pas en parler, il faut le faire réellement. Et je pense que le faire réellement, ça signifie... Si on n'a pas la légitimité populaire, Mais il faut dire ce qu'on fait. C'est le principe des élections. Si on veut pouvoir faire quelque chose d'aussi fondamental que sortir de l'Union européenne, il faut le dire extrêmement clairement. Sinon, il y aura déjà tout le système monétaire européiste contre nous. Si on n'a pas la légitimité je vais vous dire populaire pourquoi sur je suis pas ça, d'accord. on ne pourra jamais rien faire. moi, je pense qu'on partage un point qui est que tout ce qui s'est passé après le référendum de 2005 est non seulement illégitime, mais de mon point de vue illégal. C'est-à-dire c'est une atteinte très grave à la Constitution. Absolument. Un jour que les gens qui ont fait ça répondent de ce qu'ils ont fait. C'est clair. Mais en attendant, quand vous sortez du régime de Vichy, enfin attention, je n'ai pas comparé l'Union européenne au régime de Vichy, hein. Dans toute comparaison, il y a des points qui invalident totalement la comparaison. La comparaison, c'est juste un moyen de raisonner. C'est un régime il y a un point de comparaison, ceci dit, c'est quand la Chambre de la Troisième République a voté les pleins pouvoirs à Pétain, ces députés ont disposé ou ont aliéné un pouvoir qui ne leur appartenait pas. C'est-à-dire c'est le peuple français qui les avait élus. Et ils ont aliéné ce pouvoir en le donnant au maréchal Pétain. Bon, là, on peut dire, la seule analogie, c'est celle-là, que les représentants du peuple français ont décidé d'entériner le traité de Lisbonne qui revenait sur le nom de 2005. Donc à partir du moment, là, moi, à mon avis, on est rentré dans quelque chose d'illégitime et d'illégal. À partir de là, pour sortir de Vichy, vous n'avez pas respecté les règles de Vichy pour sortir de Vichy. On s'en fout de respecter la légalité ou la règle, si vous voulez, de Vichy. L'analogie, l'analogie avec ça, c'est qu'on ne va pas faire comme les Britanniques, c'est-à-dire se mettre dans un processus long et douloureux comparable au Brexit, parce que le Brexit, ça a duré 2 ans ou 3 ans. On ne va pas respecter les règles européennes pour sortir de l'Europe. On n'est pas obligé de faire ça. On n'a absolument pas besoin de faire ça. Non. Il suffit simplement de reprendre nos billes, de faire ce qu'on a envie de faire, c'est tout. D'avoir le peuple avec nous. On n'a pas à suivre tout ce qui a été fait en Angleterre de la même manière, mais on a juste, à partir du moment où on a la légitimité populaire et le peuple français s'exprime clairement pour dire nous ne voulons plus être dans l'Union européenne, nous ne voulons plus de ces chaînes, nous voulons être libres. À partir de ce moment-là, il suffit de le dire et on n'a pas besoin d'entrer dans toutes ces paperasseries, etc. Nous, on reprend notre liberté. Nous-mêmes, on n'a pas à attendre l'onction de fonctionnaires de Bruxelles. Mais quand on est libre, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de devenir libre. Mais quand on est libre, on n'a pas besoin de demander l'autorisation il suffit de ne pas appliquer les traités. Je comprends ce que veut dire Guillaume Bigot. C'est pas la peine de faire un... Dès l'instant où vous annoncez que vous avez une intention de rupture sèche, et pas forcément que sur la question européenne, ça peut être sur des questions de redistribution des richesses, ça peut être sur vraiment des questions lourdes. À un moment, vous dites des choses qui vont profondément bouleverser l'ordre oligarchique, c'est évident que vous avez tout un appareillage médiatique et politique qui se met en place pour que vous n'ayez aucune chance d'aller au bout de l'aventure. Donc c'est vrai que tactiquement, je comprends, et c'est vrai que par honnêteté vis-à-vis des gens qui vont voter sur un tel projet de rupture, tu vois, j'aimerais pas, je sais pas, moi demain voter pour, je sais pas, Mélenchon, il arrive au pouvoir, il me dit bah finalement salaire maximum c'est 30 000. Ah non, j'étais pas au courant, excuse-moi, j'aurais aimé savoir. Mais Greg, c'est vrai il n'y a pas que le fait. C'est vrai que tactiquement,
Greg, il n'y a pas que le fait de ne pas prendre Vous les êtes gens en mort, traître. si vous l'annoncez. Si Parce vous que son dites ça, argument, vous êtes c'est de mort. dire il ne faut pas Si prendre vous les dites- gens en traître. Il ne faut pas prendre les gens en traître. Mais moi, je dis autre chose. Je dis que ce n'est pas la peine de respecter les traités et de se faire entuber et de perdre très cher, d'être attaqué par les marchés financiers et de faire plaisir à toute cette machinerie européenne, de négocier 3 ans avec eux pour finir essorés pour respecter les traités. Je veux dire, les on n'a mettre à pas la besoin poubelle, de tout respecter les simplement. traités. De toute Ces façon, vous traités serez sont obligés de négocier. illégitimes. On et parle d'un illégaux. nouvel ordre mondial, on parle de l'Inde, on parle de la Chine. La France, si elle sortait, traités à reprendre les uns après les autres pour voir. C'est un elle sens, pourrait c'est- exister dans ce Enfin, monde-là, Eric Richard-Hermos. Que dans ce monde-là, puisque aujourd'hui, la France, on a vu Macron qui disait tout et n'importe quoi sur le Proche-Orient, elle n'est pas entendue quand il dit Et n'importe elle le quoi. serait Pourquoi plus si elle était sortie de Mais l'Europe. bien sûr, parce que les personnes qui veulent négocier avec le Grand Occident préfèrent parler aux États-Unis ou préfèrent parler à l'Allemagne tant qu'on est à leur remorque pour pouvoir être écoutés, pour pouvoir avoir quelque chose à apporter dans le concert des nations et notamment à défendre notre intérêt et l'intérêt de la paix dans beaucoup de zones du monde, dont le Proche-Orient. Il faut qu'on ait notre propre voix et pas qu'on soit aussi belliqueux que les néocons américains, qui sont de moins en moins néo. Et on doit au maximum reprendre notre liberté. Tant qu'on sera les sbires des États-Unis, les autres pays n'auront aucun intérêt à nous parler. Mais il y a aussi beaucoup d'immigration de la part de pays qui ne sont pas en guerre, qui viennent parce qu'il y a des candidats au départ qui ont envie d'avoir une vie meilleure en France. Et si, comme vous voulez le faire, il y a des régularisations ou des naturalisations tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, et bien ça encourage un maximum les gens à venir puisqu'ils sauront... Alors, c'est Siri. Big Brother est parmi nous. Cyril s'est invité. C'est un truc incroyable, on est peut-être sur Bill écoute. Gates. Ouais, Couché. non, mais- Je suis pas sûr de comprendre. Eh ben, C'est l'intelligence non, mais c'est artificielle. absolument incroyable. non, mais- Intelligence artificielle, connerie humaine, On a sait dit pas. Siri, on a pas. Couché, Cyril, couché. Pas bouger. Voilà, non mais il parle. Plus de mondialisation, c'est fini. Yanis Dalouche, donc du coup j'ai. Je ne vois aucune app pour ça. À partir du moment où les personnes viennent, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une vie, qu'ils peuvent être régularisés, naturalisés et qu'ils peuvent faire leur vie ici. Et donc, c'est à nous de faire en sorte de dire très clairement, comme l'ont fait beaucoup de pays, de dire non, si vous entrez illégalement sur le territoire français, vous ne pourrez pas rester et vous serez renvoyé chez vous. Et puis c'est tout simple, il faut reprendre le contrôle de nos frontières et faire appliquer les Mais OQTF. ça, avant qu'il le dise, je pense qu'on a. On a toujours pas, non